mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va attaquer. L'épisode d'aujourd'hui il est chargé, vous le savez, et puis en plus vous avez le plaisir de, si vous me regardez sur YouTube, de me voir et de voir un peu le backstage de comment je m'organise sur tout simplement l'organisation de système, comment ça se passe en termes de recording. C'est un nouvel exercice pour moi puisque d'habitude on se regarde en vidéo mais on est plusieurs et donc vous comprenez que c'est plus facile que de parler à un mur puisque c'est un mur qui est en face de moi actuellement. Ce que je vous propose sur le déroulé de l'épisode, on va faire, je pense, en deux parties. On va continuer avec la partie on plante des graines comme toutes les 2 semaines du coup, puisque un format sur 2, ça va être solo, un format sur 2, on va être à 2. Et puis, on va parler du système de la semaine. Le système de la semaine, il est intéressant puisque ça va être freelancing versus salariat. Le salariat qui se fait tirer dessus à balles réelles depuis quelques années, quelques mois, quelques semaines. Et donc, on va essayer de défendre cœur et âme, bec et ongles, le salariat, parce que je pense sincèrement, pour ne pas vous spoiler, qu'on peut faire des très belles expériences en tant que salarié. J'espère que vous êtes en forme. Moi, je suis particulièrement en forme. Pour vous donner un peu de contexte, je suis arrivé, j'ai pris mon Bixi, donc qui est le vélo, qui c'est un peu le Vélib canadien. Je suis trempé jusqu'à l'os, et donc je suis absolument à 2 doigts de pleurer, tellement ça a été un épisode compliqué pour moi, mais en tout cas, je suis en forme maintenant, on va pouvoir attaquer. J'ai hâte de vous développer mes idées. Juste avant de commencer, en introduction, comme vous le savez, on va se passer une petite review. Et oui, je vous ai passé, donc j'ai mon ordinateur sur les genoux, comme ça je n'oublie rien. On a tous les éléments en face de mes yeux, je vais essayer de lire malgré le micro qui est en face de mes yeux. Petite review qui est de Anthony Bernardo, podcast très motivé, enrichissant. Merci Pierre-Emmanuel, ton podcast est très enrichissant sur tous les domaines. Également, t'es motivant, je recommande fortement, je vais y arriver, chaque épisode pendant la séance de sport au top, avec un petit bras biceps. Merci Anthony, je suis extrêmement heureux que ça te procure ça. Là, sur les 2 dernières semaines, je ne sais pas ce qui s'est passé. En particulier, j'ai eu énormément de retours de votre côté. Donc ça me fait vraiment plaisir. Et en tout cas, j'espère que ça vous apporte de la valeur. L'épisode de la semaine dernière avec Caroline Mignot a été extrêmement bien reçu. Si vous ne l'avez pas encore écouté ou regardé sur YouTube, je vous invite fortement à aller jeter un œil ou à écouter avec votre plus belle oreille, puisque, a priori, c'était un épisode qui a été extrêmement bien reçu et bien accueilli. Moi, personnellement, c'était mon épisode préféré. J'ai adoré cet épisode-là parce qu'il est plein de vie, plein de blagues. On n'arrête pas de se tirer dessus. Elle me fait des tacles à la gorge légendaires. Et donc, je pense que ça va vous plaire si vous avez envie de vous marrer. D'ailleurs, avant de se lancer sur la section on plante des graines, j'ai plein d'idées à vous partager cette semaine parce que j'ai recommencé à collecter de mes notes et donc je suis très heureux de pouvoir vous les partager parce que j'ai recommencé à écouter des podcasts un peu plus axés business, etc. Je vais vous en reparler. Patientez. Juste avant de se lancer sur ça, il y a 2 choses que je voulais vous partager. La première chose, c'est que j'ai redécouvert le fait qu'on pouvait mettre des notes sur Spotify via les Q&A. Ce que je vous propose donc, c'est de mettre un petit jeu, c'est de mettre un mot rigolo ou un mot drôle sur Spotify pour montrer que vous écoutez bien, que vous êtes bien attentive. Par exemple, j'adore le mot rhododendron. Je pense que ça pourrait être un mot qui pourrait avoir totalement sa place sur Spotify. Sinon, vous pouvez aussi, et c'est ce qu'on va faire dès à présent si vous voulez bien, au lieu que je récupère les Q&A sur Instagram et que ça soit pas forcément, qu'il y ait que 300 personnes qui voient les stories, je vous invite à mettre vos questions-réponses d'une semaine sur l'autre sur l'épisode de Spotify. Comme ça, vous me posez vos questions, je les collecte pendant 2 semaines et ensuite on y répond sur la dernière partie de cet épisode. Si ça vous va, on peut faire ça. J'anticipe tout de suite le Jean-Kévin qui va me dire « Oui, mais moi je suis en train de conduire, donc je vais pas pouvoir poser des questions, etc. etc. » Jean-Kévin, calme-toi, tout va bien. Je t'invite à réécouter cet épisode une 2e fois, une 3e fois, une 5e fois. Et ensuite, tu poses ta question avec grand plaisir, mais surtout ne te mets pas en danger puisque tu es en train de conduire. Ne fais pas plusieurs choses à la fois. 2e chose que je voulais vous partager sur YouTube. Vous le savez, aujourd'hui, c'est une de mes préoccupations de développer YouTube. Très important, je pense. Pourquoi ? Parce que c'est un moteur de recherche, en fait, alors que Spotify, Apple Podcasts n'ont pas de moteur de recherche. Et donc, c'est important, je pense, de développer ce nouveau canal d'acquisition donc sur YouTube, puisque, a priori, en tapant système, en tapant les noms des interviews, et puis peut-être aussi moi, tout simplement, Pierre-Emmanuel Banger, sur YouTube, sur Spotify, sur ce que vous voulez, Instagram, TikTok, partout, eh bien, vous allez pouvoir retrouver les épisodes et donc potentiellement avoir des nouvelles personnes qui vont le découvrir. Bref, vous avez compris la logique. Le référencement naturel est présent sur YouTube et donc j'ai envie de m'implanter sur YouTube très bientôt. Et donc, pour ça...
vous me demandez souvent comment est-ce que vous pouvez me renvoyer l'ascenseur de tout le contenu gratuit que je vous poste toutes les semaines, soit sur les épisodes, soit sur les stories, etc. En fait, c'est très simple. Est-ce que vous avez liké la dernière vidéo sur YouTube? Est-ce que vous êtes abonné à la chaîne YouTube? Est-ce que vous avez cliqué sur la cloche des notifications? Eh bien, si vous avez répondu une fois non à ces 3 questions, je vous invite simplement à tout simplement activer tout ce que je viens de vous dire, tout simplement. J'étais en train de penser pourquoi je bégaye, parce qu'en fait j'étais en train de me dire, Angélique, si tu écoutes ce podcast, tu sais que tu m'as dit n'hésitez pas, et sur le sujet de n'hésitez pas versus je vous invite à ou je vous propose de, eh bien je fais consciemment, intentionnellement l'effort de dire que je vais vous inviter, vous proposer, chers auditeurs, à cliquer sur la cloche des notifications, vous abonner, etc. Pour la petite anecdote, Angélique m'a fait un petit feedback en disant qu'il fallait que j'arrête de dire n'hésitez pas, et plutôt que je vous invite à un truc positif. Donc je vous encourage, je vous invite, je vous propose de, plutôt que n'hésitez pas, parce que si vous dites ne pensez pas à un éléphant rose, a priori vous allez penser à un éléphant rose. Si je vous dis pensez à une fourmi, vous pensez à une fourmi. Si je vous dis ne pensez pas à une fourmi, vous allez aussi penser à une fourmi. Le cerveau ne comprend pas la négation, et donc il faut que je vous invite de manière très positive à vous abonner, plutôt que de dire n'hésitez pas à vous abonner, qui ne sert a priori à rien. Trêve de bavardage, j'ai encore digressé une fois nouvelle, mais c'est aussi pour ça que vous êtes là, et c'est aussi pour ça que vous aimez Système, je pense, parce que si vous n'aimiez pas la digression, eh bien je pense que ce n'est pas le bon podcast pour vous, chers amis. On va attaquer du coup sur la partie on plante des graines, je vous mets le jingle directement, et puis pour ceux qui sont sur YouTube, je ne sais pas s'il y aura un jingle, on va quand même supposer qu'il y en a un. Alors à tout de suite. Ok, sur la partie on plante des graines, chers amis, on va pouvoir attaquer du coup. Sur la première idée, ça va être très simple, c'est que pour vous donner un peu de contexte, j'ai repris à réécouter des épisodes plutôt axés business. J'avais fait une petite overdose, on va dire, dernièrement. C'est plus compliqué pour moi de réécouter des podcasts. Pourquoi ? Parce que pour la simple et bonne raison que quand on recorde des épisodes toutes les semaines, qu'on est abreuvé aussi d'épisodes d'un peu de confrères. Je pense par exemple aux magnifiques épisodes de Théo Lyon, d'Alexis Michela, qu'on a reçu, qu'on va recevoir, enfin que j'ai reçu, que j'ai déjà interviewé, que je vais publier des épisodes dans les semaines à venir sur Système, du Raptor par exemple, enfin bref, de plein de scènes francophones. C'est compliqué en fait de continuer à s'abreuver d'épisodes, de podcasts, etc. C'est pour ça que je me suis déjà tourné sur la scène anglophone, et j'avais du mal en fait à me dire que malgré un bon niveau d'anglais, je pense, j'avais du mal à me dire que je continuais à être concentré sur écouter proactivement, prendre des notes sur les épisodes en anglais, et en parallèle de pouvoir les digérer, pouvoir les transmettre et vous les transmettre. Donc, je me suis forcé, tout simplement, parce que ça vient pas sans mal, et donc j'ai recommencé à bien écouter les épisodes de Alex Hormozy. Pour ceux qui connaissent pas, je vous invite évidemment à aller découvrir son podcast et puis ses épisodes sur YouTube. Il a une belle chaîne YouTube, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Évidemment, Modern Wisdom, Chris Williamson, je vous le représente pas parce que c'est les thèmes qui sont très similaires à celui de Système, et genre, moi j'adore la manière de faire, sauf qu'il sort 3 épisodes par semaine, donc vous comprenez bien que si je veux avoir une vie, travailler, sortir des épisodes sur Système, c'est compliqué de tout écouter, même si les sujets sont passionnants et beaucoup autour de la psychologie humaine, donc moi, vous savez que c'est des sujets que j'adore. Donc voilà, c'est des sujets qui sont vraiment très intéressants. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, pour conclure, sans digresser encore une fois, j'ai recommencé à consommer du contenu que je vais pouvoir vous disséquer et vous distribuer, vous distiller aux alentours de la partie on plante des graines. Sur cette partie-là, j'ai 8 idées qui me semblent intéressantes, en tout cas à vous partager pour cette semaine. Puis ensuite, on parlera du coup du système de la semaine qui est donc salariat versus freelancing. Sur la première idée, on va attaquer directement. Eh bien, en fait, c'est extrait du podcast Modern Wisdom plus Alex Hormozy que je me suis refait. Je crois que c'était le 2e épisode, j'avais pas terminé, ou je sais pas, il y avait un truc qui s'était passé. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça a fait tilt chez moi. Pourquoi ? Parce qu'il explique que Modern Wisdom, ça a mis 3 ans et demi avant d'avoir les premiers montants significatifs d'auditeurs. Et ça, en fait, c'est hyper symptomatique, c'est significatif, parce qu'en fait, il y a tous les jours des moments où je me dis « Ouais, mais regarde, le sujet sur la dopamine, ça a déjà été traité, retraité, surtraité. Ouais, mais regarde tel sujet, ça a déjà été partagé par d'autres personnes, etc. » Et donc, en fait, quand je vous parle sur Instagram, en message privé ou autre, j'ai toujours des messages sur le sentiment d'imposteur.
Je pense qu'il y a un vrai sujet à craquer là-dessus et vraiment se dire qu'au démarrage de votre production de contenu, en fait, vous allez faire 1, 2, 3, 5 likes et en fait, ça va durer pendant un bon moment. La seule différence, c'est qu'à un moment donné, par le volume de posts que vous allez faire, par le volume d'interaction que vous allez avoir, il y a un moment où ça va décoller. Vous savez, il y a une raison qui est très simple, hein. Plus vous allez faire de volume, plus vous allez comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Les réels que je fais aujourd'hui sont bien plus percutants que ce que je faisais il y a 6 mois. Pourquoi ? Parce que j'ai compris ce qui fonctionne, en tout cas mieux compris qu'il y a 6 mois ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et sans le volume, c'est impossible d'avoir des convictions là-dessus. On peut avoir que des intuitions, mais pas des convictions. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut, je pense, considérer non pas le résultat en termes de métriques d'auditeurs, mais plutôt voir la chose comme un process de développement. Et évidemment, quand on n'a pas le bon nombre d'auditeurs, les bonnes métriques d'écoute, etc., ça peut être démotivant. Et je comprends parfaitement que sur le développement d'un média, c'est ce qu'on disait avec Caroline Mignot la semaine dernière, sur le développement d'un média, ça peut être un peu frustrant de ne pas voir le nombre d'écoutes, likes, etc. décoller. Il faut donc que vous arriviez à comprendre d'autres choses que vous pouvez tirer de la production de médias. Exemple, au lieu de juste chercher la production d'argent, la fame, etc., vous pouvez aussi simplement vous dire que vous êtes en train, par exemple, de développer vos compétences d'auditeur, enfin pas d'auditeur, mais du coup de speaker, quoi. Désolé, j'ai les mots qui me viennent en anglais, je pense que c'est l'effet Montréal qui acte sur moi, mais en gros, il faut que vous disiez que vous êtes en train de stacker l'expérience, de comment est-ce que vous formulez des idées, comment est-ce que vous les articulez, etc. etc. Et donc, ce skill-là, c'est quelque chose qui va vous servir, oui, dans votre production de médias, mais surtout aussi dans votre vie de tous les jours, de comment est-ce que vous présentez des idées, de comment est-ce que vous défendez des idées, comment est-ce que vous argumentez, mais ça peut être aussi des conversations autour de la politique, etc. Bref, tout ce que vous voulez. C'est ça qu'il faut voir, il faut comprendre un peu vous avez un objectif premier et en fait, vous avez des effets collatéraux secondaires. Exemple, pour que ce soit très concret, je fais du crossfit. Le crossfit, l'objectif, c'est de développer de la performance physique, soulever lourd, pousser loin, courir vite, etc. Il y a un effet collatéral, c'est de développer une esthétique corporelle qui est intéressante. Mais en fait, c'est pas quelque chose que je vais chercher en priorité, c'est quelque chose qui va venir accompagner cette quête de performance. C'est exactement pareil quand vous faites la production de médias. Vous avez un objectif précis. En revanche, il y a les effets collatéraux qui vont venir en parallèle. Et en fait, il faut vraiment rester ouvert d'esprit sur ces effets collatéraux, parce que si vous êtes focalisé que sur votre objectif de résultat, ça peut mettre longtemps avant de se déclencher. Et donc, si vous n'êtes pas convaincu qu'il y a d'autres choses qui peuvent se passer, ça peut devenir démotivant. Ça, c'est la première idée, et j'enchaîne avec la deuxième idée. La deuxième idée, c'est, et encore une fois, il développait ça dans le podcast avec Alex Hormozy, c'est il prenait l'exemple de un coach de weightlifting, donc d'haltérophilie, qui faisait faire des PR, donc des personal records, à son équipe à toutes les sessions d'entraînement. Donc là, vous allez me dire, ouais, n'importe quoi, c'est impossible. En fait, si, parce qu'il donnait des exercices des exercices hyper chelous, avec des 3 RM, des 7 RM, donc RM 7 répétitions maximum. Et donc, en fait, il faut se dire que on a, par exemple, généralement, le maximum en squat, c'est une répétition. Par exemple, c'est 200 kg ou 100 kg, mettons. On va dire 100 kg, ce sera plus simple. 100 kg, c'est mon 1 RM au squat, donc ma répétition maximum. Mais par exemple, j'ai aussi 2 répétitions maximum. Puis j'ai aussi 5 avec tous les doigts de la main, en 5 répétitions maximum, et puis pourquoi pas 10, etc., etc. Et en fait, ça, vous pouvez le faire sur tous les mouvements, et aussi des mouvements un peu bizarres, genre, je sais pas, le squat à une jambe sur les orteils, enfin bref. En fait, si vous prenez l'ensemble de panoplie de mouvements qui existent sur Terre, en fait, vous pouvez fondamentalement, avec le nombre de répétitions qui va varier, faire des personal records à tous les entraînements. Pourquoi il va faire ça ? C'est un peu pour gamifier l'approche, parce que si on fait que les mouvements fondamentaux, genre 1 RM en squat, on perd un peu le côté fun de l'entraînement. Et donc, je trouvais ça un peu rigolo de se dire qu'en fait, il pouvait faire gamifier l'approche du jeu avec ses athlètes, et aussi ça permet aussi, et comme vous l'avez compris, ceux qui ont écouté l'épisode sur la dopamine, de déclencher un peu ce petit truc de dopamine, de compétition, de « Ah, j'ai fait un record, c'est trop cool, je suis fier de moi », et donc c'est un peu le cercle vertueux, j'ai envie de m'entraîner la prochaine fois. Et aussi, parce que je sais que la prochaine fois, je vais faire un record, et donc ça me donne envie en fait de continuer. Bref, vous avez compris l'idée. Je développe pas plus sur ces trucs-là, mais je trouvais ça marrant et rigolo comme idée. Troisième idée, je pense que, et je suis de plus en plus convaincu, que l'environnement fait toute la différence. Pourquoi l'environnement fait toute la différence, chers amis ? Tout simplement, Alex Hormozy prend l'exemple des vétérans du Vietnam. Il y en avait, donc en revenant du Vietnam, 25% qui étaient accros à l'héroïne. Quand on les change d'environnement, donc on parle d'accros, donc personnes qui sont vraiment addictes, quand on les change d'environnement, ils vont arrêter leur consommation et ne plus être dépendants.
Et quand on les remet dans leur environnement, ils vont reprendre. Et c'est exactement ce qui se passe avec les cures de désintox. C'est exactement l'exemple qu'il prend. Les personnes qui ont un environnement, des fréquentations qui est propice, à laquelle ils ont fait des ponts cognitifs, donc c'est-à-dire environnement égale tel type de fréquentation égale tel type de consommation, mais en fait, cet environnement-là va déterminer le fait de prendre ou pas prendre, par exemple, des substances. On va les sortir avec la cure de désintox de l'environnement, et donc on va radicalement changer leur comportement, créer des nouveaux ancrages, créer de nouvelles habitudes, des nouvelles manières de processer cognitivement et dans le cerveau. Et dès qu'on va les remettre dans leur environnement, en général, on va avoir une rechute, ou une rechute tout simplement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'environnement, c'est un facteur qui est essentiel. Et je vous donne la puce un peu à l'oreille. Il y a plein de choses dans notre environnement qu'on ne va pas intellectualiser ou qu'on va, de manière intentionnelle, choisir, sélectionner, conscientiser. Exemple, avec qui on va vivre. Souvent, évidemment, on écoute l'émotionnel. Évidemment, on a le coup de cœur, on est foudroyé par la foudre tellement on est amoureux. Mais néanmoins, c'est quelque chose qu'on ne va pas forcément conscientiser de manière intellectuelle précisément. Deuxième exemple, le lieu où on vit. Si on sait par exemple qu'on est très sujet au blues hivernal, est-ce que c'est la meilleure idée d'aller vivre en Islande ? Bref, souvent on va vivre à Paris par exemple parce qu'il y a du travail à Paris, mais on ne va pas intentionnellement choisir de vivre à Paris. On va le vivre par défaut. Et c'est ça qui est un problème, c'est que tous les choix que vous allez faire dans votre vie, et ça peut être Paris, ça peut être ailleurs, mais en fait il faut que ça soit fait, raisonné par des systèmes de décision, des systèmes de pensée, qui vont évaluer les pour et les contre, etc., etc. Vous avez compris l'idée. Ce que je veux vous dire par là, c'est que l'environnement, c'est vraiment ce qui va dominer l'ensemble de votre vie. Et donc, c'est quand même extrêmement important de mettre de l'intention, de l'intentionnalité, comme je dis à chaque épisode, sur cette décision-là. Deuxième chose qui m'est venue sur ce sujet des habitudes, c'est que ça y est, je suis revenu dans le droit chemin des habitudes. Pour ceux qui ont écouté l'épisode d'il y a 2 semaines sur la revue et sur toutes les erreurs que j'ai fait sur les objectifs, eh bien je suis aujourd'hui à 84,09% de stickiness, donc d'adhésion, sachant que mon objectif était à 85% sur ce démarrage de trimestre. On est pas mal, on avance tranquillement mais sûrement vers les 85% et je pense que j'ai bien redressé la barre, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va de mieux en mieux et évidemment, je vous le dis, quand on remet en place les bonnes habitudes, je sais pas, de douche froide, de méditation, de journaling, etc., enfin tout ce que je détaille en fait dans l'épisode d'il y a 2 semaines, intellectuellement ça va mieux, parce que là, bon, vous l'avez compris, je suis totalement trempé, mais ça va quand même, je suis pas en PLS, et j'aurais pu me dire, nique sa mère, j'ai trop le seum, je recorde pas, et on va tout brûler, et en fait c'est pas le cas, je me dis, c'est pas grave, ça fera une belle histoire à raconter, au contraire, et c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Donc tout ça pour dire que à partir du moment où j'ai déménagé, il y a les habitudes qui se sont un peu pété la gueule, le système s'est un peu pété la gueule. En fait, le sujet c'est pas ok, on n'est plus dans le système, c'est à quel point on est capable d'y revenir le plus en plus vite. Et je note, et j'en ai déjà partagé ce sujet-là, c'est le nombre de fois en fait où je suis revenu dans le système. Plus je me suis habitué, plus j'ai musclé le jeu à revenir dans le système, et plus en fait c'est facile de revenir dans le système. Et ça c'est un point qui est extrêmement intéressant à comprendre parce que c'est une sorte de muscle, de fait de revenir. Ce que je dis toujours, c'est tu peux perdre une carte, mais pas 15. Non, vous avez la ref. Désolé, j'ai divagué. Mais tu peux sauter un jour, mais pas 2. Sinon, c'est un cercle vicieux. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que des fois, ça va péter votre système. Vous allez partir du système pendant 1 semaine, 2 semaines, 2 mois, 3 mois. Là, le sujet, c'est à quel point vous êtes capable de vous remettre en selle le plus rapidement possible. Et c'est ça qui va faire la différence. Donc là, pour vous conclure sur cette 3e idée, et c'est que la 3e sur 8, eh bien, effectivement, je suis content parce que je reviens dans le droit chemin, et je vous souhaite que ce soit le cas aussi pour vous, parce que physiquement et mentalement, ça va quand même beaucoup mieux. Et pour vous donner, que ce soit très concret pour vous, ce matin, je savais que j'avais le recording de cet épisode, et que c'est mieux quand je m'entraîne le matin, vous le savez, sauf que maintenant, je commence à travailler à 7h du mat, donc c'est chaud, vous voyez, c'est chaud. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé courir ce matin. J'ai fait mon fractionné à 6h du mat, tellement je suis déter comme la terre, et tellement je suis en forme physiquement. Et donc, je me suis levé à 5h, et puis on y va à 6h, quoi. Tout ça pour vous dire qu'il y a quelques semaines, ça, j'aurais été pas capable de le faire, pour la simple et bonne raison que j'étais pas encore habitué, j'avais pas repris mon système, et donc j'avais moins d'énergie physique et mentale. Tout ça pour vous dire que, en conclusion, les habitudes, c'est quand même pas mal. 4e pensée, 4e graine plantée, c'est une citation, en tout cas une idée que j'ai pris chez Dan Martel. Je vous recommande son compte Instagram qui est très très cool. Là, une ligne éditoriale plutôt axée business. Il a créé un SaaS qu'il a revendu. Il est très axé snowboard, je crois qu'il est canadien aussi. En tout cas, très sport, un peu à la Nick Bear, pour ceux à qui ça parle. Bref,
sport, business, un peu ligne éditoriale, un peu similaire à la mienne. Et donc Dan Martel, il m'a dit un truc qui m'a fait tilt quand je l'ai entendu. Il y a un truc qui va vous release, qui va vous soulager, je pense. C'est qu'en fait, il faut supposer que tout ce que font les gens dans la vie, c'est pour une bonne raison. Et je vous donne un exemple très concret, qu'il a d'ailleurs donné. Il a donné l'exemple de, imagine, on te fait une queue de poisson en roulant dans la voiture. Tu roules, tac, tac, et là, bam, le gars, il te fait une queue de poisson, il roule comme un malade. Et ben, en fait, au lieu de dire c'est un connard, fait chier, etc., 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 et de rager et de se mettre des sentiments négatifs, etc., suppose, même si tu te mens à toi-même, suppose que cette personne-là qui t'a fait une queue de poisson avait une excellente raison de t'en faire une. Par exemple, il va rusher vers l'hôpital parce qu'il y a une personne à côté de lui qui est en situation très, très néfaste, etc., etc. Je vous conseille de vous mettre ça en tête parce que en fait, ça peut que vous faire du bien. Vous n'avez aucune raison de vous sentir mal et en fait de rager sur une personne qui vous fait une queue de poisson. Bref, si vous supposez qu'à chaque fois les gens vous font pour une bonne raison, eh bien, ça va vous faire du bien, je pense, a priori. 5e idée. Comme je vous l'ai dit, pendant longtemps, j'ai fait une overdose de podcasts business et donc j'y suis revenu avec le podcast de Alex Hormozi et Modern Wisdom. Le podcast de Alex Hormozi est quand même très 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 axé business, assez technique, très conceptuel. C'est d'ailleurs pour ça en fait que j'aime beaucoup la personne de Alex Hormozi. Vous regarderez le personnage, barbe, casquette, débardeur, muscles, short. Je crois qu'il a des baskets en chaussures. Enfin bref, on se dit pas que ce mec pèse des millions et des millions d'euros et pourtant dollars et pourtant c'est le cas et c'est une machine de guerre. Comme quoi, l'habit ne fait pas forcément le moine. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que je me suis fait la catégorie des best-sellers de Alex Hormozi, de ses épisodes, et ça m'a rappelé pas mal de concepts que j'avais déjà entendus, mais que je vais vous redonner parce que je suis infiniment bon avec vous, mes petits potes. Et donc voilà, sans plaisanterie, il y a un concept que j'ai trop kiffé. Je l'avais déjà entendu, mais je me suis dit, ah putain, le mec est quand même hyper smart. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il est capable de conceptualiser, donc de faire des liens avec des exemples hyper concrets de la vie de tous les jours. Et ça, vous le savez, j'adore ça. Exemple. Il prend l'exemple du film Matrix, qui est mon film numéro 1, entre parenthèses, digression activée. C'est mon film numéro 1, d'ailleurs, je serais très chaud, mes petits potes, mes petites beautés, de savoir quel est votre film préféré, pour savoir si on est un peu aligné avec tout ça. Moi, Matrix numéro 1, c'est mon film préféré. Qu'est-ce qu'il dit, ce cher Alex Hormozi, avec Matrix? Il dit plusieurs choses. Le Woman in Red Dress, je vous le donnerai sur un autre épisode, ce sujet-là. J'en ai déjà parlé, je crois, dans certains épisodes. Je crois dans le bilan de 2023 de mémoire. Et sinon, en fait, la situation que j'ai vraiment kiffé là, c'est Morpheus, pour ceux à qui ça parle, qui parle à Neo. Non, l'inverse. Neo qui pose la question à Morpheus, qui dit « Ok, Morpheus, je vous fais la paraphrase, mais il dit « Ok, gros, quand je serai chaud, en fait, quand je serai vraiment entraîné, est-ce que je pourrais éviter les boulettes, donc les balles de pistolet ?» Et il fait, et là, genre énorme punchline, il fait Neo, quand tu seras chaud, you won't have to. Genre, t'auras même pas besoin de les éviter. Et en fait, ça, il l'applique, ce verbatim-là, cette idée-là, de tu seras tellement fort que tu seras au-dessus des boulettes et que tu n'auras même pas besoin de les viser. Il l'applique au concept du branding, de la brand, de la marque. Pourquoi il l'applique à le modèle de la marque? Je vais vous le dire. C'est simplement que avec une marque forte, les problèmes business, je vous fais la traduction en live, mais les problèmes business becomes irrelevant, donc ça devient un non-sens, ces problèmes business. Je m'explique. Avec une marque qui est forte, il n'y a plus de gens qui veulent faire des négociations de bout de chandelle. Il n'y a plus personne qui te fait des no-shows. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as un rendez-vous avec Alex Hormozi, tu ne fais pas de no-show. Tu as un rendez-vous t'as un deal qui est closé avec Alex Hormozi, tu vas pas négocier le prix, ou en tout cas vraiment, vraiment à la marge. Parce que tu as tellement envie de bosser avec lui, tu es tellement convaincu de sa valeur ajoutée sur le marché et qu'il va pouvoir résoudre tous tes problèmes, qu'en fait, il n'y a même plus de sujet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a développé une brand extrêmement forte, une marque extrêmement forte, extrêmement solide, extrêmement robuste. Et donc c'est exactement pour ça qu'il a, c'est un génie et que je peux que vous inviter à développer votre brand et avoir une marque forte. Le seul problème, c'est que la brand, c'est quelque chose qui se construit sur le long terme. Le problème de ça, c'est que les gens ne sont pas assez patients et ne veulent pas faire les efforts sur le long terme pour construire une marque forte. Or, ça réduit tous les problèmes business sur le long terme. Donc, a priori, c'est quand même un investissement qui vaut le coup de ne pas avoir no-show, de ne pas avoir de no-show. Donc, juste pour info, c'est les personnes qui vous plantent en rendez-vous, qui se pointent jamais. Voilà, c'est gros
Je vais faire bip, vous voyez ce que je veux dire. L'idée numéro 6, et je vois le temps qui passe, l'idée numéro 6, c'est on me demande souvent comment est-ce qu'on fait pour prioriser. Genre, entre deux axes de développement de système, comment est-ce que je fais pour choisir? Déjà, la première chose, c'est que je vais faire des hypothèses en fonction de mes objectifs. Mon objectif, c'est d'avoir par exemple plus d'écoute. Qu'est-ce qui, a priori, peut me permettre d'avoir plus d'écoute sur système? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et ça, c'est, je pense, le point le plus important que vous devez retenir de ce plantage de graines, qui est le numéro 6, c'est vous poser la question de qu'est-ce qui est le plus gros frein pour le business? Exemple, souvent on va dire ouais, il faut qu'on fasse le site internet, ouais, il faut qu'on fasse tel truc. Typiquement, le site internet, je pense que c'est un bon exemple. Pourquoi? Parce que en changeant la couleur, vous allez peut-être améliorer votre rétention, votre conversion, etc. Mais est-ce que c'est ça, vraiment, au fond, qui vous empêche de faire du business? A priori, non. C'est exactement pour cette raison que c'est peut-être pas la priorité. Il faut d'abord, en fait, dans tout votre entonnoir de conversion, comprendre qu'est-ce qui fait la conversion, qu'est-ce qui empêche cette conversion, et en fonction, trouver des stratagèmes, des solutions qui vont faire que vous allez pouvoir les décoincer. Donc, peut-être faire des hypothèses, connaître les benchmarks, marché, de combien, par exemple, un taux de conversion, c'est 5% sur le marché, aujourd'hui je suis à 1%, bah oui, ça on peut l'optimiser. Bah oui, ça on peut clairement l'optimiser. En revanche, est-ce que c'est ce qui bloque aujourd'hui? Non. Donc, c'est peut-être pas la priorité a priori. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des projets long terme et continuer de développer ces sujets-là. L'idée numéro 7, le reverse thinking, je ne sais pas si ça vous parle. Le reverse thinking, c'est de dire de résoudre des problèmes en prenant la thèse complètement opposée, en essayant de trouver la réponse à un problème complètement opposé. Je m'explique. Au lieu de chercher à comment être riche, résoudre le problème de comment être pauvre. Et en général, c'est Charlie Munger, pour ceux à qui ça parle, qui a développé cette théorie-là. C'est au lieu en trouvant une réponse à la question de comment être pauvre, on prend les choses complètement inverses et a priori, ça vous donne la réponse de comment être riche. Exemple, comment être pauvre, c'est ne pas se payer au début du mois. C'est dépenser tout l'argent, c'est de ne pas mettre une poche d'investissement de côté. C'est all-in sur les crypto-monnaies avec un levier x10, etc., etc. Épisode avec Caroline Jurado sur les crypto-monnaies que je vous invite à réécouter pour avoir les bonnes pratiques sur les cryptos. Je me fais de la pub et de auto-promo, c'est génial mes petites beautés, j'adore. Bref, le reverse thinking, ça peut être un outil qui est très intéressant quand vous êtes un peu coincé sur vos hypothèses business, je pense. L'idée numéro 8, encore une fois, une métaphore que je trouve assez légendaire, assez marrante, c'est encore une fois de notre cher papa Hormozy, c'est la fonction support, c'est comme la Wi-Fi. Je m'explique, la Wi-Fi, quand est-ce qu'on se rend compte que la Wi-Fi c'est un produit génial? On se rend compte qu'elle est géniale et que c'est un produit qui est génial et essentiel quand ça commence à ne plus fonctionner. Exemple, ça merde, vous êtes déconnecté, vous êtes en visio, en conférence avec une personne, vous êtes déconnecté parce qu'il n'y a plus de Wi-Fi, et bien là, ça vous fait clairement chier. C'est exactement pour ça que les fonctions support comme la finance par exemple, on se rend compte qu'elles sont importantes et on se rend compte que c'est hyper critique quand elles ne fonctionnent pas. Exemple, et c'est encore une fois Alex Hormozy qui prend cet exemple-là, il explique qu'il avait un country manager dans sa chaîne de salle de sport de mémoire qui lui posait la question, qui lui disait « Je pense qu'en termes de decision making, je ne suis pas au niveau, je ne suis pas capable de prendre des bonnes décisions éclairées. » Et en fait, il lui répond, et ça m'a retourné le cerveau, c'est pas que t'es pas bon en decision making, c'est que t'as pas les bons outils pour te permettre de savoir si tu ouvres une nouvelle franchise, tu vas mettre en péril tout l'ensemble du business ou non. Et donc en fait, le sujet, c'est pas une question de manque de skill de decision making, mais c'est un sujet de à quel point tu as les bonnes informations financières qui te permettent de prendre des décisions. Et donc en fait, on avait un angle mort sur le réel problème qu'on avait. Donc, je trouve ça hyper malin de se dire, j'ai un problème, et en fait, c'est juste ce problème-là est dégagé par le fait que c'est la fonction support, en l'occurrence la finance, qui n'est pas capable de fournir les bons reporting, en tout cas à qui on ne l'a pas demandé tout simplement peut-être. Sans rejeter évidemment la faute sur la finance. Mais bref, en fait, ce changement de perspective-là, j'ai trouvé vraiment très très smart, très malin. Et je me suis dit, intéressant. Encore une fois, Alex Hormozy, excellent sur la conceptualisation. Et je peux que vous le recommander, mes petites beautés. Je pense qu'on est bon pour le plantage de graines. On en a bien parlé cette semaine. Je vous en ai partagé pas mal. J'en ai encore pas mal sous le coude pour dans 2 semaines. Donc évidemment, si ça vous plaît comme format, je vous invite simplement à me le dire déjà en message privé sur Facebook. Encore une fois, je me fais une petite parenthèse, mais mettez-moi des reviews sur Apple Podcasts. On arrive bientôt sur les 400 reviews, donc c'est incroyable, c'est insane. C'est les meilleurs podcasts. Il y a très très peu de podcasts qui arrivent à ce niveau-là. Donc vraiment, je suis très très content. En 7 mois d'activité, c'est légendaire. Donc
continuons à faire le combat. Et plus vous allez mettre des reviews, plus vous allez mettre de 5 étoiles, plus vous allez participer à la robustesse de ce podcast, et plus on va avoir des super beaux invités. Et je peux vous assurer que les prochains invités dans les prochaines semaines vont être trop stylés. Voilà, même si je sais que c'est moi votre préféré. Ha ha. Let's go, on enchaîne avec le système de la semaine. Je vous remets le jingle YouTube. Je ne sais pas. On va voir. Je suis en hypothèse. Il y a depuis quelques années une vendetta contre le salariat. C'est comme si tous les gourous de LinkedIn s'étaient associés et qu'il faudrait que tout le monde soit freelance, que tout le monde soit auto-entrepreneur, que tout le monde soit à son compte et qu'on arrête le salariat, comme si le salariat c'était finalement une erreur de l'histoire et qu'on devrait finalement l'oublier. J'ai écrit ces mots en étant moi-même passé auto-entrepreneur depuis quelques mois maintenant, et même si j'ai été entre midi et deux sur le côté en parallèle de mon activité salariée auto-entrepreneur depuis des années, que je faisais ça même des fois pareil sur le temps de travail, eh bien je peux vous dire qu'aujourd'hui j'ai envie d'écrire ces mots pour défendre le salariat qui aujourd'hui a une très 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 mauvaise presse et qui est vraiment malmené parce que simplement je suis persuadé que le monde c'est pas fait que pour les auto-entrepreneurs, que pour les entrepreneurs, et qu'en fait il y a des gens qui sont potentiellement excellents salariés. Tout le monde n'est pas fait pour moi pour lancer une boîte et une de mes visions, une de mes convictions, au contraire, c'est qu'on peut avoir des aventures salariées extrêmement enrichissantes et épanouissantes. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est exactement la vision que à l'époque avait The Family, qui est donc, vous connaissez je pense The Family, j'ai pas besoin que je le représente, mais c'est un incubateur de start-up qui était extrêmement médiatisé et populaire il y a, on va dire, 5, 6, 7 ans maintenant à Paris, où a notamment été connu Oussama Ammar El Famoso. Et à l'époque, quand ce famille a créé Lyon, qui est un programme en particulier qui était fait le samedi matin, gratuit, eh bien ce fameux programme Lyon, à l'époque, avait pour vocation de créer, de faire devenir les employés, de faire devenir les personnes les meilleurs employés des meilleures startups. Donc tout le monde n'a pas vocation à être entrepreneur et c'est ok, parce que ça comporte une instabilité, des risques, et je pense qu'il faut avoir un certain état d'esprit que tout le monde n'a pas vocation à avoir, et c'est totalement ok. À l'inverse, le salariat, même s'il est souvent décrié, même s'il a mauvaise presse, ça peut être aussi un immense terrain de jeu, un immense terrain d'expérimentation. Ça peut être quelque chose d'assez extraordinaire si on est dans la bonne boîte avec le bon niveau de liberté. Et c'est exactement ce que je vais essayer de vous défendre aujourd'hui dans les prochaines minutes. D'ailleurs, pour écrire ces mots, je me suis moi-même inspiré de la newsletter pour pas le nommer encore une fois, Modern Wisdom, qui a exactement parlé de ce sujet-là, et donc je m'en suis inspiré. Ça a vraiment résonné pour moi. Je me suis dit, il fallait que je développe un peu mon idée, ma conscience. Ça fait longtemps que je voulais vous en parler de ce sujet salariat contre freelance. Et donc, voilà, ça fait un moment que je me suis dit, c'est important de défendre le salarié, parce que j'ai eu des extrêmement bonnes expériences en tant que salarié, même si maintenant je suis passé à mon compte. Je me dis qu'il faut quelqu'un pour défendre et prendre le contre-pied en mode contrarian. Vous le savez que j'adore ça, les idées à contre-courant, par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui sur LinkedIn. Et surtout, c'est gourou. Voilà, allons-y. Et donc, en revanche, en avant-propos, faut comprendre qu'il y a différents types de salariés. 2 salariés ne vont pas être équivalents. Évidemment, quand on est salarié chez Orange et qu'il y a des milliers de personnes, il y aura un scope du coup extrêmement petit, un niveau de responsabilité assez petit, sauf erreur de ma part, ou en tout cas un niveau de capacité de décision qui est bien plus petit. Forcément, ça va pas être la même chose que quand on va être salarié d'une petite boîte de 10 personnes, parce que, encore une fois, on va être au four et au moulin et ça va être limite de l'aventure entrepreneuriale, même si on est salarié. Voilà, c'est un peu l'avant-propos, mais en fait, on va souvent critiquer aujourd'hui le salariat, alors qu'en fait, j'ai énormément de connaissances qu'on fait la transition de salarié vers auto-entrepreneur, vers freelance, vers chef d'entreprise, et qui regrettent en fait. Et qui regrettent parce que, évidemment, c'est pas ce qui... Enfin, il y a un décalage entre l'idéal qu'ils avaient en tant que je passe à mon compte et ce qu'ils ont trouvé aujourd'hui. Et donc, c'est exactement pour ça qu'on va avoir les 8 prochains points. C'était pas fait exprès, mais on a 8 graines et 8 points sur le salarié versus indépendant. Et donc, c'est exactement ce que je vais développer dans les prochaines minutes, chers amis. Alors, maintenant, développons un peu les idées que je peux avoir là-dessus sur les 8 points de pourquoi est-ce qu'il vaut mieux être salarié qu'indépendant.
Bon, déjà, le premier point en tant qu'indépendant, c'est qu'on sait jamais quand on a terminé, puisqu'on a notre compte, en fait, on peut potentiellement tout le temps bosser. Et c'est un peu exactement ce que je ressens aujourd'hui en tant que chef d'entreprise, chef du média, je dirais système, c'est qu'en fait, même à 3h du mat, il y a tout le temps des trucs à faire. Et en fait, comme tu bosses pas pour quelqu'un, tu te dis que c'est ta boîte et donc que tu bosses pour toi. Et donc en fait, les limites entre le pro et le perso sont extrêmement poreuses. Et on a en fait tout le temps envie de développer ce qu'on fait en pro et donc continuer de bosser. Beaucoup de gens créent leur propre entreprise pourtant pour prendre possession de leur temps, pour reprendre le contrôle sur leur vie, et se dire j'ai la liberté du temps, la liberté financière, je bosse quand j'ai envie. En fait, ils deviennent complètement esclaves de leur business. Et ça, c'est un vrai sujet que je peux rencontrer tout le temps sur le terrain. Évidemment, en tant que salarié, vous avez aussi des fois des moments où vous allez devoir mettre un gros push, un gros coup d'accélérateur. Pour autant, moi je peux vous assurer que quand on est à son compte, c'est encore 1000 fois plus vrai qu'on a l'impression qu'on n'a jamais fini, quoi. Et ça, c'est un vrai sujet. Alors que c'était pas l'objectif à la base. Le deuxième point, c'est que il va falloir, et ça c'est un point qui me touche personnellement particulièrement beaucoup, c'est un point qui dit que on va devoir constamment créer sa propre motivation. Moi, en fait, quand j'ai intégré une aventure salariée, j'ai souvent cru que j'allais avoir des mentors, et c'est ce qui s'est souvent passé d'ailleurs. Si j'ai choisi une aventure salariée à l'origine et que je me suis pas mis à mon compte dès le début, c'est parce que j'avais envie d'avoir quelqu'un qui me prend du point A et qui m'amène au point B et qui me fait passer par tous les petits chemins, un peu tortueux parfois, de quelles compétences j'ai besoin de développer pour arriver au niveau B. Le niveau B, il était souvent difficile à définir de mon côté. Je savais pas si je voulais être directeur commercial, si je voulais faire autre chose, si je voulais juste être commercial, bref. Je savais pas en fait ce que je voulais faire, si je voulais juste être chef d'entreprise. Bon, là, pour la petite anecdote, et d'ailleurs j'ai un épisode qui va sortir où on parle un peu plus de mon parcours à moi. J'ai créé une boîte, j'ai cofondé une boîte parce qu'on était plusieurs à la créer, plusieurs associés. On était 3. J'ai créé avant de sortir d'école, donc j'ai quand même déjà un pied dans l'entrepreneuriat. On l'a revendu aujourd'hui. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a jamais fini. J'ai jamais autant bossé de ma vie qu'à cette période-là, puisque j'avais à la fois mon activité salariée où je faisais, on va dire, 9h à 19h, et ensuite de 19h à minuit et plus du matin, eh bien, on enchaînait en fait sur la deuxième vie, puisque je travaillais pour ma Fitbox et que je développais cette entreprise. Trêve de digression. Ce que je peux vous dire là, c'est que le sujet du mentor, c'est un sujet qui est extrêmement important parce que à partir du moment où vous passez du côté, j'allais dire obscur, mais surtout du côté du freelancing, vous êtes tout seul. Et vous êtes vous et vous-même, et c'est à vous, quand vous intervenez dans des missions, d'apporter les connaissances. Vous êtes vraiment en termes de push, vous êtes vraiment sur du push, c'est-à-dire vous poussez les connaissances dans l'organisation, vous n'êtes plus en pull, c'est-à-dire qu'on ne va plus attendre de vous que vous ne sachiez pas faire. Même si dans les faits vous ne savez pas faire avant de commencer une mission, et c'est ok, hein, bien sûr, j'ai commencé des milliards de missions sans savoir comment j'allais faire. En fait, on va considérer que si vous travaillez dans la mission, vous savez déjà faire plus ou moins, ou en tout cas, vous êtes déjà proactif, vous êtes déjà en train de commencer à travailler. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que si vous ne savez pas faire la mission, et que d'un autre côté, on considère que vous savez déjà la faire, vous allez devoir trouver des ressources, vous renseigner, bosser en parallèle de votre activité, de votre mission, pour savoir comment faire, trouver des clés de compréhension, des clés pour faire avancer le business, etc. et apporter à votre client des solutions. Ça veut dire donc, premier truc, si on revoit le point 1, que vous allez devoir bosser en plus, et point 2, qu'il va falloir créer votre propre motivation, et que ça, c'est compliqué. Moi, ce que j'aime, c'est, dans une aventure salariée, c'est avoir un manager, avoir un mentor, avoir quelqu'un qui va m'éduquer, m'amener du point A vers le point B, et donc me donner un peu, pas me gaver comme une oie par des connaissances et de l'information, mais quelqu'un qui est capable de m'accompagner sur mon développement de carrière, sur le parcours que j'ai envie de développer. Et ça, une fois à notre compte, on ne le trouve plus en fait. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui lancent leur salle de crossfit, leur salle de sport, en tout cas leur business, qui ont un plateau en termes de développement de compétences parce qu'ils savent gérer leur business, ils vont développer leurs compétences sur la gestion d'urgence, la gestion de problèmes, mais pour autant, en termes de auto-apprentissage, formation continue, ça va être très limité malheureusement. Parce qu'on va atteindre rapidement un plateau parce qu'encore une fois, pas de mentor. Et donc ça, c'est le deuxième piège. Le troisième point, c'est qu'on va avoir des vacances et des temps de repos qui existent à peine. Et oui, malheureusement, et ça, il y a deux raisons. Déjà, parce que vous bossez pour votre pomme, et donc vous avez toujours la tentation de toujours bosser, CF le point 1. CF le point 2, enfin, non pas CF le point 2, mais en tout cas, la deuxième raison, c'est que quand vous êtes salarié, vous avez des congés payés. Généralement 5 semaines, voire plus en France. C'est 2 au Canada pour info. En général, sauf exception avec l'employeur. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, quand vous êtes à votre compte, c'est si vous ne bossez pas,
bah il se passe rien. Donc c'est à la fois positif parce que c'est cool de se dire je suis hyper essentiel en termes d'ego, c'est cool et bah, ça fait avancer, etc. Mais néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que si vous prenez des vacances, fondamentalement, vous n'allez pas bosser. Si vous bossez pas, bah, vous gagnez pas d'argent. Et donc ça veut dire que d'un côté, il faut facturer plus cher, facturer en plus grand volume pour pouvoir emmagasiner de l'argent en anticipation des jours de congé que vous allez prendre. Ou alors, point 2, bah, simplement, vous n'allez pas gagner d'argent. Vous n'allez pas non plus accumuler des congés. Il y a plein de confort social, sauf si vous faites du portage salarial. Et d'ailleurs, pour les freelances qui écoutent, il y a plein de boîtes qui existent comme Join Jump, qui sont des copains et que je vous recommande d'aller regarder de votre côté si ça vous intéresse. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que il faut aussi voir un peu l'autre côté de la pièce, l'envers du décor, que le salariat, ça apporte quand même un confort, une sécurité, une assise, qui fait qu'en fait, quand vous êtes en vacances, vous êtes vraiment en vacances. Et on va attendre de vous que vous ne vous connectiez pas sur Slack, que vous ne vous connectiez pas sur les espaces de travail, que vous preniez des vraies vacances. En commercial, c'est un petit peu moins vrai parce qu'on a toujours tendance à vouloir faire la performance, à jamais décrocher, etc. Mais dans la majorité des boîtes et des boulots, même en commercial d'ailleurs, et ben en fait, quand vous êtes en vacances, vous êtes vraiment en vacances et c'est essentiel d'ailleurs. On a la tentation en tant qu'entrepreneur de jamais prendre de vacances et c'est le piège dans lequel je tombe actuellement parce que quand on a le rythme, en fait, casser le rythme pour le reprendre, c'est compliqué, c'est compliqué. Et en fait, quand on a le système qui est en place, on n'a pas envie de le casser. De casser le système, de se prendre en vacances, même si in fine, sur le long terme, c'est profitable parce que ça ressource, etc., vous gagnez de l'énergie. Mais en fait, le fait de casser le système, on n'a pas envie de s'y remettre. Donc, tout ça pour dire que c'est compliqué quand on est à notre compte de prendre des vacances. Et donc, pour ça, des points pour le salariat. Le 4e point, mes petites beautés, je vois le temps qui passe, il me reste 5 minutes normalement. Aïe aïe aïe, quel épisode encore une fois qui dure et qui digresse. Le 4e point, c'est ne jamais être sûr de ce sur quoi vous allez travailler ensuite. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a plusieurs choses derrière cette idée. C'est vous pouvez faire que des hypothèses de développement de votre activité. Vous savez absolument pas ce qui va arriver, sauf si vous avez une mission très longue dans les prochains mois, prochaines années. Et encore une fois, je vous donne un exemple très concret, développement de système. Je ne sais pas vous dire rationnellement, scientifiquement, précisément, quelle est l'action qui va avoir le plus d'impact sur le développement de mon média. Je peux que faire des hypothèses en disant, si je passe à 2 épisodes par semaine, a priori, je vais avoir 2 fois plus d'écoute. Hypothèse, pas du tout sûr que ça va être avéré. Je peux aussi me dire que peut-être que développer un autre média, un autre type de média, genre du format vertical un peu unique, peut-être que ça va me développer système. Développer, je sais pas, une newsletter, ça va peut-être attirer d'autres typologies de clients. Mais en fait, j'ai des intuitions sur quelle est l'action qui va avoir plus de ROI, donc de retour sur investissement. Mais je peux que avoir des intuitions et pas des convictions. Des convictions, je pourrais les avoir que a posteriori, une fois que j'aurai pris les décisions et que je les regarderai en rétrospective. Sauf si on a un mentor et on en revient toujours au point numéro 1, 2, je ne sais plus, je suis désolé. Tout ça pour vous dire que ça c'est le premier point, c'est que vous savez jamais en fait quelle action va avoir le plus d'impact sur le développement de votre business. Et puis le deuxième point, c'est que en général ça a créé un peu un climat d'insécurité dans le sens où généralement vous n'avez pas des missions qui sont de plusieurs années en freelance et donc il va falloir prospecter, développer votre activité commerciale. Et en fait ce qui se passe, c'est que vous avez des compétences par exemple en coaching, mais en fait vous vous retrouvez à faire de la prospection, à développer votre sens commercial parce que c'est comme ça qu'on acquiert des clients et donc des missions et donc que vous rentrez de l'argent tout simplement. Donc la plupart par exemple des coachs sportifs avec qui j'ai pu échanger, ils pensaient qu'en fait ils allaient se mettre à leur compte, faire du coaching et être spécialistes en coaching, sauf qu'en fait ils se rendent compte qu'ils sont chefs d'entreprise. Et pareil, il y a plein de potes à moi qui ont lancé des salles de CrossFit et en fait ils se sont rendus compte qu'ils sont pas coachs de CrossFit mais qu'ils sont en fait gérants de salles de sport. Genre même par exemple des athlètes de très haut niveau qui lancent des salles de CrossFit, on les connaît, et pour pouvoir s'entraîner plus, mais en fait non, ils sont chefs d'entreprise. Et donc en fait, ils sont défocalisés de leur objectif premier, qui était prendre du kiff en faisant du sport, et en fait, ils se recentrent sur développer une activité commerciale, développer leur offre, etc., etc., etc. Vous avez compris l'idée, je pense, on peut passer au point numéro 5. C'est un petit peu lié avec ce qu'on s'est dit juste avant, mais en fait, on n'a aucune garantie de revenus sur le futur. C'est-à-dire que même sur des missions qui sont signées pour 1 an, a priori, il peut se passer des trucs, il peut se passer que vous avez un nouveau manager qui arrive en interne et donc que vous n'entendez pas du tout bien avec. D'ailleurs, j'ai un pote à qui c'est arrivé exactement et c'est des situations qui sont compliquées et donc qui sont imprévisibles, unpredictable, je dirais en anglais. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peu importe ce que vous mettez en place, peu importe la stratégie d'acquisition et peu importe la longueur de la mission que vous avez signée actuellement, à date, vous n'avez aucune
certitude de revenus sur le futur. Sauf si c'est des choses qui sont contractuellement déjà signées, etc. Mais encore une fois, il peut se passer plein de choses. Donc, la plupart des gens qui veulent passer à leur compte, c'est pour avoir une liberté financière et une liberté de temps, bosser quand ils veulent et pour le montant qu'ils veulent. Dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça. 6e point, en fait, en termes de support, si demain vous allez voir les banques, ça va être beaucoup plus compliqué, sauf si vous avez une activité de plus de 3 ans, par exemple, avec des fiches de revenus de plus de 3 ans, des missions qui sont stables, enfin bref, vous êtes capable de justifier du chiffre d'affaires généré depuis plus de 3 ans, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc si vous, par exemple, dans les prochains 3 ans, vous avez envie d'acheter une maison et que vous avez envie de passer par un prêt hypothécaire ou un crédit à la banque, et en fait, ça va être plus compliqué. C'est pas impossible, évidemment, parce qu'il y a plein de coachs sportifs. Par exemple, je connais un pote à moi qui s'appelle Benjamin, qui n'est pas celui qui est intervenu dans le podcast, mais un autre pote à moi qui s'appelle Ben, du coup, qui s'est fait financer et qui est pourtant coach sportif. C'est donc pas impossible, mais pour autant, au vu des conditions de crédit aujourd'hui, c'est encore plus compliqué qu'il y a quelques années, donc où le crédit était à 1%, donc qui ne coûtait rien. Et en fait, c'est encore plus compliqué aujourd'hui, et donc il faut avoir pensé à cette chose-là avant de prendre la décision de passer du côté du freelancing. Et donc, si vous avez des objectifs immobiliers, d'investissement locatif, etc., pensez-y, les petits potes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se lancer, mais ça veut dire qu'il faut y penser. La meilleure objection, c'est celle qu'on ne prend pas, comme je le dis à chaque fois, donc préparez votre backup plan. Numéro 7, beaucoup de paperasserie. Paperasserie, je crois que c'est la première fois de ma vie que je dis ce mot-là, beaucoup de paperasserie, beaucoup d'administratifs surtout. Vous avez l'impression qu'en fait, vous allez vous concentrer sur votre business, sur votre core système, votre développement, votre coaching, votre, le sales, etc. Si par exemple vous êtes consultant en commercial, que vous allez pouvoir faire du consulting en commercial. Or, ne pas oublier que même si le statut d'auto-entrepreneur en France notamment est quand même plutôt cool et plutôt light, il y aura une grosse partie des développements d'activité dès que vous allez passer sur un statut un peu plus robuste en termes d'entreprise. Vous allez avoir de la paperasserie, je vous recommande d'ailleurs un expert comptable évidemment, mais surtout en fait vous allez avoir beaucoup d'administratifs à faire parce que vous n'êtes pas consultant sales, vous êtes chef d'entreprise, encore une fois vous l'avez compris. Et donc ça, si vous n'avez pas envie d'avoir faire de paperasserie, c'est un vrai problème parce que c'est inhérent au travail. J'enchaîne les amis parce que le temps passe, mais en tout cas le point numéro 8, c'est de toujours avoir l'impression que votre travail aurait pu être meilleur. Et ça c'est un vrai sujet, c'est quel est le... En fait, encore une fois, vaut mieux faire que parfaire, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il va falloir délivrer le travail, vous avez aussi des deadlines envers votre client, mais en fait, vous avez toujours ce sentiment de « Ah, j'aurais pu faire mieux ». Le réel sur Instagram, « Ah, j'aurais pu dire tel mot, ça aurait pu être mieux ». « Ah, j'aurais pu plus couper, etc. etc. » « Ah, cette mission, j'aurais pu faire un meilleur PowerPoint, etc. etc. » Bref, vous avez compris l'idée, vous avez toujours l'impression que vous allez pouvoir mieux délivrer. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà parce que votre production, c'est votre vitrine. Donc ça veut dire que en fait, vous êtes jugé directement sur votre travail, vous, personnellement. C'est-à-dire que quand on vous dit non à vous, on ne dit pas non à une entreprise pour laquelle vous êtes salarié, ou on ne dit pas non à un produit que vous vendez d'une entreprise. On dit aussi non à vous, personnellement, si vous vendez du service ou même du produit individuel. Et en fait, on dit non à vous. Par exemple, même si vous avez créé un e-book, que vous vendez un produit, c'est vous qui l'avez créé, directement. C'est pas un logiciel SaaS que vous vendez. Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que quand vous prenez un nom d'un client ou d'un prospect ou qui que ce soit, c'est vous directement qui le prenez. Et même s'il faut décorréler le nom de la situation personnelle et de l'ego, c'est compliqué, beaucoup plus compliqué quand vous êtes à votre compte. C'est aussi le deuxième point, sur ce 8e point, c'est que souvent, vous voulez toujours faire mieux et améliorer et passer des dizaines et des dizaines de minutes, voire d'heures sur un réel, par exemple. Pourquoi ? Parce que vous êtes souvent passionné par votre sujet et vous avez toujours envie de faire mieux. Donc, pour conclure, c'était un petit peu un manifeste de défense pour le salariat et contre le freelancing. C'est pas pour vous dégoûter du freelancing. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse et que vous voulez que je vous fasse un épisode de pourquoi c'est cool d'être freelance et pourquoi, à l'inverse, c'est cool d'être salarié, là j'ai plutôt dit c'est pas cool d'être freelance. Et j'ai pas dit pourquoi c'est cool d'être salarié. Et je vous invite à me envoyer des MP sur Instagram, TikTok, Pierre-Emmanuel Branger avec des points partout, si ça vous chauffe. Ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai eu des expériences en tant que salarié qui étaient exceptionnelles. Pourquoi ? Parce que j'étais dans le bon contexte avec la bonne culture de boîte, une culture qui était basée sur la performance, basée sur le drive, donc la niaque, et basée sur différentes valeurs, la culture de boîte qui était très importante, des valeurs comme l'ownership, donc la responsabilité. Et en fait, on m'a toujours éduqué au résultat,
on avait des objectifs de résultats et pas de moyens. On me disait pas comment je devais faire les trucs, mais plutôt les trucs que je devais faire, j'avais des obligations de je dois arriver à tel résultat. Bon bah maintenant je faisais comme ce que je voulais en termes de moyens et je devais juste arriver au résultat. Et ça, ces boîtes-là sont pépites et je vous invite à être extrêmement exigeant quand vous intégrez une organisation, avec évidemment aussi une organisation saine en termes de culture. Qu'est-ce que j'entends par saine ? C'est plutôt un environnement positif qui va chercher au développement du collaborateur. Dites-vous qu'au début de votre carrière, c'est plutôt en général des métiers d'investissement que vous allez avoir. D'ailleurs, j'en ai fait un réel de ça. C'est des métiers d'investissement, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément gagner des milliers et des cents. En revanche, l'objectif, c'est de développer un socle de compétences extrêmement fort pour que demain, vous soyez expert de votre sujet et que vous puissiez le redéployer dans un autre contexte. Parce que oui, on est bien d'accord, être freelance alors que vous avez une compétence, être salarié, avec une compétence qui est extrêmement unique sur la scène, que vous êtes un des seuls à masteriser, à maîtriser, et ben c'est un peu dommage. Et donc, je vous invite dans ce cas-là, dans cette perspective, une fois que vous avez bien développé votre compétence en tant que salarié, à passer à votre compte en tant que freelance. Je vous donne un exemple sur le sujet du commercial, du management d'équipe dans la haute performance, le sujet de la performance globale. Aujourd'hui, je pense que, en toute humilité, je me débrouille, quoi. J'ai un peu roulé ma bosse, j'ai interviewé tellement de personnes que je sais de quoi je parle. Et donc ça, cette compétence-là, ça serait dommage que je la mette aujourd'hui au sein d'une organisation. C'est pour ça que je la mets à mon compte et que je la redéploie dans différents contextes, dans différents paramètres. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir plein d'univers différents et c'est pour ça que le freelancing c'est aussi intéressant dans cette perspective-là. Mais il ne faut pas tirer des balles réelles sur le salariat et je pense que vous l'avez compris. La question que vous devez vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous envisagez de travailler pour vous-même ? Si on suppose que vous voulez être heureux et satisfait dans votre travail, vous pouvez l'être dans toutes les perspectives, à la fois en salarié ou en freelance. Mais en fait, c'est quoi la raison profonde de pourquoi est-ce que vous voulez être salarié ? Tous les gains que vous allez réaliser en termes de liberté, en termes d'argent, en termes de liberté de temps, etc., il y aura pour chacun de temps, de travail, d'argent, un coût, une contrepartie associée. C'est un peu comme dans Full Metal Alchemist, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est le principe de l'échange équivalent. C'est-à-dire que par exemple, pour construire un mur de pierre, il faut donner les pierres associées, le nombre de pierres. S'il faut 5 pierres pour construire un mur de pierre, à partir de 5 pierres, vous allez pouvoir construire un mur grâce à l'alchimie. C'est ça le principe du truc. L'échange équivalent. On échange, en mots clairs, on fait un échange qui est équivalent sur, par exemple, les matériaux qui vont créer quelque chose in fine. Bref, je ne sais pas si c'était hyper clair, mais la métaphore me semblait intéressante à explorer. J'espère que ça vous rendra bien en écoute et sur le podcast. Je crois que c'est tout, mes petits potes. Je crois que c'est tout. La conclusion sur ce système, en tout cas, c'est de se dire qu'il y a des bonnes raisons des deux côtés. Vous pouvez avoir des super expériences en tant que salarié si vous choisissez le bon contexte et si vous êtes challengeant sur les entretiens de recrutement. La chose que je peux vous conseiller, c'est, et ce que je vois sur le marché depuis des années, c'est que les gens, ils sont plus en recherche d'argent en termes de motivation, ils sont en recherche d'apprentissage. Et plus en fait vous allez vous focaliser sur apprendre des trucs dans votre mission, que ce soit en freelance et en salarié, plus vous allez kiffer en général. Et c'est ce que je dois vous donner comme insight, en tout cas à l'intérieur, c'est quand vous choisissez d'aller sur du freelancing ou du salariat, cherchez à l'apprentissage, cherchez à devenir expert de votre scope, parce que plus vous allez être expert et passionné de votre scope, plus demain vous allez pouvoir le redéployer dans un autre contexte. Et c'est là où vous allez à la fois gagner en termes de liberté et d'argent in fine. Et c'est exactement pour ça que du coup je suis passé à mon compte dernièrement, parce que je pense que je suis arrivé à un niveau de maturité d'expérience en termes de compétences qui me semble intéressant pour la plupart des boîtes. Voilà, c'est tout pour ce système du jour. J'espère que ça vous a plu, mes petites beautés. Je pense qu'on va pas faire la dernière partie parce que là je vais me faire virer du studio et ça serait quand même un peu embêtant que je me fasse attraper par la police puisque c'est la première fois que j'emprunte ce studio. Mais tout simplement pour vous dire qu'on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Encore une fois, je ne peux que vous inviter à poser des questions sur Spotify. Balancez-moi un max de questions dans les questions-réponses. Balancez-moi encore des mots bizarres. Je sais pas si ça vous rappelez du début de l'épisode, mais c'est ce que je vous ai demandé. Du coup, balancez-moi des rhododendrons ou n'importe quoi comme mots. Ça me fera bien marrer, je pense. Écoutez, moi je vais aller me sécher parce que je suis encore bien mouillé. Je vous dis à lundi prochain.
Encore une fois, like, follow, blablabla, vous connaissez la chanson. Je peux pas vous demander, parce que vous êtes en train de rouler comme Jean-Kévin en voiture, etc. Je peux pas vous demander d'avoir une action directement, mais si jamais vous pouvez m'envoyer un mot doux, un mot gentil ou quoi que ce soit, sachez que ça me motive énormément et que je réponds à tout le monde. Voilà, encore une fois, on a une communauté qui est assez petite actuellement, donc j'en profite pour parler à tout le monde et je pense que dans les mois, semaines qui viennent, comme j'en ai parlé dans l'épisode d'il y a 2 semaines, je pense que ça va très 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 fort accélérer. Et j'ai des très beaux invités qui arrivent. Et donc j'ai hâte de vous partager tout ça, mes petites beautés. Voilà, je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Excellente semaine, j'insiste. Les beaux jours arrivent. C'est le moment de bosser sur le summer body. C'est le moment de mettre en place vos habitudes, etc. etc. Je vous fais pas de TikTok, mais l'année avance. Si vous voulez pas que... Enfin, si vous l'année, plutôt que l'année, on voit pas les positifs, mais si vous voulez, encore une fois, que l'année soit exceptionnelle par rapport aux autres années, essayez de faire un truc différent chaque année et ça fera exceptionnel. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à lundi prochain, mes petites beautés. Et puis voilà, c'était PE. Ciao, ciao. Bisous, bisous.